Salut à tous, bienvenue pour un épisode spécial Les Héros de la Vente. Aujourd'hui, c'est la 50 épisodes après un an d'existence, donc je voulais faire quelque chose de spécial et hasard total, Yannick Robert m'a invité dans son podcast, c'était pas prévu, donc ça tombait bien. Je vous publie l'épisode de son podcast où il m'interviewe, vous allez comme ça connaître un peu plus mon parcours. Je vous donne aussi les statistiques au début de l'interview sur mon podcast. J'explique ce que je fais avec mon entreprise, Vive, nos réalisations, nos projets, notre stratégie, notre ambition, notamment de lever des fonds bientôt. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. C'est un épisode très différent de ce que l'on fait d'habitude. C'est aussi un épisode qui va clore la saison 2 des Héros de la Vente. Et donc, je souhaite pour la saison 3 d'interviewer des gens très différents, donc ne pas seulement interviewer des startups comme le font beaucoup de podcasts, mais aussi des PME, des ETI, des grands groupes, pourquoi pas des auto-entrepreneurs ou des responsables d'écoles. Donc mon idée pour cette saison 3, ce sera de varier la typologie d'invités. J'en profite également de cette intro de vous inviter à vous abonner à la newsletter que je viens de créer, qui s'appelle les Chroniques de la Vente, où j'essaye 2 fois par mois de vous donner le meilleur contenu sur la vente. Donc il y a déjà 2 éditions de la newsletter qui sont parties, donc vous pourrez les lire sur Substack. Vous pouvez bien sûr me contacter si vous avez envie de passer sur le podcast, je suis très ouvert, même si votre société ne fait pas la une de challenge, je pense que l'on peut apprendre vraiment d'univers différents et d'entreprises moins connues que celles qui font l'actualité. Voilà, j'espère que l'épisode vous plaira, je vous donne quand même des tips, même si c'est un épisode plus court que d'habitude. Et si ça vous plaît, mettez 5 sur 5 sur Apple Podcast, ça me permet de me faire connaître. Et si vous voulez former, entraîner vos équipes, passez sur vive.fr et on pourra vous aider avec plaisir. À bientôt tout le monde et bon épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Samouraïs du Business. J'accueille Alexandre Vaquier, le CEO de Wife. Bonjour Alexandre. Salut Yannick, merci de m'inviter sur le podcast. Alors, on va essayer de présenter la solution Wife qui est à destination de toutes les belles sociétés de croissance qui ont envie de former leurs sales, leurs équipes de commerciaux. Je suis un amoureux de la vente, un samouraï de la vente. Toi, tu es un héros de la vente. Je te remercie tout d'abord Alexandre, tu m'as tout d'abord invité sur ton podcast. Et aujourd'hui, je te rends l'appareil. Tu débarques chez les samouraïs du business. Voilà. Où tu en es de ton podcast aujourd'hui? Écoute, ça fait un an que ça existe. On arrive au 50e épisode. Et du coup, on a, je pense, une communauté d'auditeurs qui nous suivent et qui est régulière. Et je suis assez content parce qu'en fait, je continue à rencontrer pas mal d'experts de la vente. Et à chaque fois, je bénéficie de masterclass que je partage à nos auditeurs. Donc, je suis très content de l'aventure Les Héros de la Vente. Ouais. On peut peut-être donner quelques métriques. Je commence par moi, comme ça. Moi, j'ai consommé 40 heures de mon temps en cumulé. J'ai invité 29 super invités, dont toi aujourd'hui, Alexandre. Et le reach, grosso modo, c'est un stade de foot, quoi. J'ai rempli l'équivalent d'un petit stade de foot de 10 000 places en 40 heures, ce qui est pas mal comparé à, je sais pas, j'organise une énorme journée comme Vivatech ou je sais pas, où j'y passerai 3 mois de mon temps. Voilà. Est-ce que tu veux partager des métriques de ton côté? Ouais, bien sûr, ouais. Donc moi, sur les 50 épisodes en cumulé, on est un peu au-delà de 60 000 écoutes. C'est beau. Du coup, voilà, un bon épisode dans les Héros de la Vente, ça va faire entre 1500 et 2000 écoutes. Et en moyenne, on arrive environ à 900 écoutes par épisode, un peu plus dernièrement. Après, on a eu un beau coup d'arrêt avec le Covid, où là, pendant le Covid, les épisodes que j'ai publiés avaient beaucoup moins d'écoutes parce que les gens ne sortaient pas de chez eux et du coup n'écoutaient pas de podcast. Les trajets domicile-travail ne se faisaient plus. Donc là, il y a une belle baisse des stats qui jusqu'à présent étaient plutôt à chaque fois en augmentation. Mais on est en train de rattraper et ça se stabilise, voilà, à un peu plus de 1000 écoutes par épisode. Et donc voilà, mon objectif aujourd'hui, on arrive au 50e épisode, c'est d'arriver à 100 et puis on verra ce qu'on fait à partir de 100, quoi.
Cool. Donc t'as appris plein de choses. C'est une aventure que tu recommandes à d'autres entrepreneurs. On est écouté par des CEO et par d'autres gens qui monteront peut-être plus tard plein de boîtes. Toi, tu recommandes. Moi, je recommande, hein, mais. Ouais, je recommande parce que c'est un outil marketing pour votre boîte. C'est une manière de se positionner comme un expert d'un sujet. Vous pouvez aussi faire des interviews de vos prospects. Et puis au-delà de ça, vous apprenez à chaque épisode, vous apprenez quelque chose. Donc pour moi, c'était un bon choix stratégique de faire ce podcast. À la base, c'était vraiment pour le faire pour le fun. C'était un projet annexe. Et puis au final, ça s'est avéré être un véritable outil marketing et un levier de croissance, quoi. Alors, mes épisodes à moi, il y a 4 piliers. Alexandre, Ouais. tu es un samouraï du business, c'est-à-dire que tu as démarré un business de zéro. Voilà, tu en es le cofondateur, tu fonces, tu donnes toute ton énergie et tu as réussi à le porter à un premier palier de traction. Ça veut dire que tu as eu ces 4 qualités essentielles de l'entrepreneuriat que sont la discipline, la créativité, le côté sans peur et l'intégrité. Et je te propose d'incarner aujourd'hui le côté fearlessness, le côté sans peur. Pourquoi? Parce que en fait, ta solution aide à surpasser certaines craintes que les commerciaux ont tous lorsqu'ils prospectent. Hein. Ta solution aide les commerciaux à se former et ensuite à bien dérouler leur pitch de vente, notamment. Avant de passer à mes questions, est-ce que tu peux justement pitcher Wife? Quelle est la valeur ajoutée pour toute startup qui l'implémenterait et pour tout commercial qui l'utiliserait? Ouais, bien sûr. Alors, nous, on part d'une problématique qui est bien connue en France, hein, c'est la formation des commerciaux. Donc, aujourd'hui, beaucoup de commerciaux en France sont mal accompagnés, mal formés. Donc, le cabinet Up2 dit que 2 tiers des commerciaux maîtrisent mal les fondamentaux de la vente. Et dans ce mauvais accompagnement, alors ça vient de plein de choses, hein, ça vient des écoles qui sont pas forcément des écoles de vente. Je parle des écoles de commerce, mais ça vient aussi de l'accompagnement des managers commerciaux qui finalement passent peu de temps à accompagner leurs équipes. Donc là, c'est une autre étude sur la vente que j'avais lue. C'est la moitié des managers commerciaux passent moins de 30 minutes par semaine à coacher leurs commerciaux. Et en fait, ça a des répercussions sur les ventes, sur le bien-être aussi des commerciaux qui sont en poste. Aujourd'hui, 70% des commerciaux, ce qui les motive, c'est l'accompagnement de leur entreprise. Et moi, par exemple, j'ai vécu ça. Hein, j'ai été commercial pendant 5 ans dans ma première entreprise. J'ai jamais été accompagné. On m'a donné un téléphone, un ordinateur. J'ai dû me débrouiller. Donc, j'étais autodidacte. J'ai eu la chance que ça s'est bien passé pour moi, mais je me suis rendu compte que en fait, j'ai perdu beaucoup de temps et j'aurais pu être un bien meilleur vendeur si j'avais été accompagné, coaché, formé. Donc nous, la proposition Vive, c'est de proposer des outils pour les managers commerciaux pour enregistrer les rendez-vous, mais aussi les mises en situation. Donc par la visioconférence, par le smartphone, par l'ordinateur, et de les analyser avec notre logiciel pour repérer les bonnes pratiques ou les pratiques à corriger. Et comme un coach de haut niveau dans le sport, on va analyser des vidéos, les débriefer avec le commercial pour essayer de progresser, notamment pour de la communication, de la posture. Donc par exemple, chez le commercial, une des situations qu'on rencontre souvent, c'est les objections. Et ben, l'outil, par exemple, va permettre d'analyser comment je réponds aux objections de nos clients et comment je peux m'améliorer sur la réponse aux objections. Donc voilà, moi mon expérience vient du monde du sport de haut niveau où j'ai travaillé pendant des années et j'ai vendu des logiciels pour analyser les matchs et les entraînements. Et avec Vive, ce que j'ai voulu faire, c'est de transposer l'expérience du sport de haut niveau dans le monde de la formation des commerciaux. Donc je Alors parle beaucoup de... c'est marrant, tu pourrais nous Ouais. en parler, le côté un peu sport. C'est vrai qu'une prise de conscience, moi, que j'ai eue, alors c'était dans le tennis. Je joue au tennis et je me blessais régulièrement ou au coude, au poignet. Et en réalité, quand tu te filmes et que tu vois la manière dont tu exécutes ta boucle au service, ton geste explique après ta blessure. Et quand tu réalises en réalité, quand tu mets une image et que tu vois une vidéo de ton geste, bah après tu adaptes et finalement tu transposes ça à l'univers professionnel parce que les gens se rendent pas compte de la tonalité de leur voix, de l'énergie qu'ils vont injecter auprès du prospect, est-ce qu'ils sont dynamiques devant leur écran quand ils passent leur call ou en train de faire une visio. Et
Et donc, ouais, c'est ça ta proposition de valeur phare, c'est une prise de conscience déjà. Ah oui, oui, bah la vidéo, ça sert à ça, hein, ça sert à prendre conscience de ce que l'on est. Et en fait, la prise de conscience, c'est la première étape à la progression. Ouais, Et ça tu peux je être prends. convaincu, c'est un peu la PNL. Je sais pas si tu es fan d'Anthony Robbins ou Ouais. tu as lu quoi d'ailleurs, Alexandre, côté psychologie, management, tu conseilles d'ailleurs quoi comme très bon livre, mais qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ta formation à toi? Dans les livres, dans le contenu. Alors moi, j'ai un livre de chevet sur la partie vente. C'est un bouquin d'américain qui s'appelle From Impossible to Inevitable. Et c'est un peu la bible de la Silicon Valley sur la vente. Et ça explique en gros comment rendre son entreprise, rendre les ventes de son entreprise scalables et prédictibles. Et en fait, on comprend avec ce bouquin que les entreprises aujourd'hui qui sont en hypercroissance respectent en fait un schéma qui est duplicable et respectent des cases en fait à cocher pour avoir des process de vente qui marchent, qui fonctionnent et qui du coup permettent de prévoir un peu en fonction de l'énergie qu'on va mettre les ventes qu'on va faire. Et Alors quand justement, j'ai est-ce lu que Vive est une des cases à cocher pour toutes les belles startups de l'écosystème French Tech? Tu peux peut-être déjà citer quelques références de belles entités qui utilisent ta solution. Et... ouais, alors nous on n'a pas que des startups, on a trois catégories de gens qui utilisent notre solution. Donc les écoles par exemple. Donc dans les écoles, j'ai par exemple l'école de management de Vinci à la Défense, la Toulouse Business School. Donc là c'est plus pour de la formation d'étudiants sur le rendez-vous, le pitch. Là récemment on a signé l'école nationale de l'administration. Donc on va les équiper en fait pour faire du media training, donc former les futurs énarques à bien parler face à une caméra. Après, on a les organismes de formation. Donc là, c'est plus des gens qui vont former d'autres entreprises. Et là, on peut citer par exemple Bflower ou Booster Academy, qui sont des organismes de formation spécialisés vente. Et après, effectivement, ce sera les entreprises. Alors là, on démarche un peu tout type d'entreprise. Ça peut aller de la PME d'une centaine de personnes qui a une équipe de commerciaux de 5-6 commerciaux et qui veut former ses commerciaux, au grand groupe, où là, par exemple, on a Chronopost qui utilise notre solution et qui a 6 formateurs qui utilisent Vive pour former une centaine de commerciaux B2B. Donc on a ces trois catégories d'utilisateurs et à chaque catégorie des problématiques différentes. Et là, notre stratégie aujourd'hui, c'est d'aller voir beaucoup plus les PME parce que c'est vrai qu'on passe du temps avec les grands groupes, mais c'est des cycles de vente qui sont très longs et on souhaite aller voir des PME plutôt entre 100 et 1000 salariés, ce qu'on appelle le mid-market. Hein. Donc c'est des entreprises qui sont moins connues mais qui ont tout autant des besoins sur la formation de leur force de vente. Alors tu parles de la Booster Academy, c'est marrant parce que moi-même je l'ai fait il y a 10 ans, j'ai fait 6 modules, ça m'a transformé, ça m'a même mis Ouais. le pied à l'étrier, ça m'a donné le goût de la vente, je le recommande à tout le monde. Je l'ai recommandé je sais pas combien de fois depuis 10 ans et les gens y sont allés et les gens ont adoré et donc j'ai parrainé plein de gens, c'était cool. Euh, mais d'ailleurs, je lance un appel à Evelyne Platnik-Cohen, la fondatrice de la Booster Academy. Si elle veut venir sur le podcast, ça me ferait plaisir de l'interviewer, surtout que dans mon challenge d'interviewer 300 CEO en 12 mois, je cherche des filles. J'ai interviewé hier Arbia Smithy qui lance sa fintech Rosalie. Mais voilà, j'invite toutes les CEO et entrepreneuses filles à venir sur le podcast. Et ouais, la Booster Academy, toi, tu l'as fait à titre personnel ou tu connais des gens qui l'ont Alors, fait? Qu'est-ce que t'en penses? alors non, je l'ai pas faite à titre personnel. Il faudra que je leur propose d'ailleurs de faire leur formation en échange de licence. Mais non, je l'ai pas faite. Par contre, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'ils ont des dispositifs sur de l'entraînement continu à distance et ils proposent par exemple à certains de leurs clients avec Vive d'analyser des pitchs commerciaux. Donc c'est soit des pitchs simulés, soit des vrais pitchs avec des vrais clients. Et tout ça en asynchrone, c'est-à-dire le commercial dépose la vidéo sur Vive et une semaine après, il y a un formateur Booster Academy qui va lui faire une analyse de son rendez-vous et un débriefing. Et ça, c'est un cas d'étude qu'on a fait avec 3 entreprises déjà et qui plaît beaucoup, surtout en ces temps de télétravail
et ces temps de télétravail forcé un peu avec les conditions sanitaires. Donc c'est quelque chose que je pense va se développer les prochains mois. Pour ton activité, t'es centré autour de la vidéo, justement. L'impact du Covid, c'est quoi? Est-ce que ça t'a imposé quelques pivots ou très concrètement, est-ce que ça a changé ton organisation ou pas? Ouais, bah le premier impact, ça a été de passer tout le monde en télétravail à 100%. Donc on a lâché nos bureaux et on est tous en télétravail. Pour l'instant, ça se passe bien. J'ai la chance d'avoir des collaborateurs qui sont autonomes. Ça demande quand même une organisation différente. Et après, nous, ça a été en deux temps. Hein. Bien sûr, les 2 mois de confinement, bah, il y a eu un arrêt des ventes, hein, puisque toutes les entreprises fermaient les robinets. Et là, ça repart bien, notamment parce qu'on s'est adapté et on a beaucoup investi sur le développement de technologies pour le distanciel, et notamment autour de la visioconférence. Parce qu'on va enregistrer des visios, pouvoir les analyser, les rendre interactives. Et ça a été une sorte de mini pivot. Et alors, justement, en termes de métriques, aujourd'hui, qu'est-ce que tu es en mesure de dévoiler pour Vive? Combien d'utilisateurs, par exemple, sont passés depuis la création de l'outil ou combien d'entreprises l'ont adopté? Est-ce que tu peux donner quelques Ouais, bah, KPI? aujourd'hui, on a une trentaine de clients actifs. Donc, c'est les 3 types de clients que je vous ai cités tout à l'heure. Le panier moyen va être entre 6 et 8 000 euros. C'est des licences récurrentes à l'année. Donc, nous, on a un fonctionnement classique dans le SaaS. Hein, on va vendre des licences, formateurs et administrateurs. Et bien sûr, le prix va évoluer en fonction du nombre des licences que les entreprises vont prendre. Euh, Aujourd'hui, dans l'équipe, on est 2 associés, un commercial et une développeuse en plus, donc on est 4. On est en train de recruter là pour passer la fin d'année avec un commercial supplémentaire. Et aujourd'hui, je suis en train de chercher des investisseurs pour continuer à recruter à la fois des commerciaux et à la fois des développeurs, parce qu'on a compris que on avait trouvé notre product market fit. Notre logiciel, ça fait 2 ans qu'on le développe, on sait le vendre et maintenant on souhaite accélérer. Et notamment parce qu'on est sur une verticale qui est mondiale, c'est-à-dire que notre logiciel est traduit en anglais, on peut le traduire dans d'autres langues et on peut adresser tout type d'entreprise qui doit former des commerciaux. Donc c'est assez simple de le vendre aujourd'hui à des Anglais, des Américains, etc., etc. Alors, on lance une perche à tous les business angels, tous les investisseurs de la place. Tu cherches une levée de fonds de combien et tes challenges, grosso modo, sur les 12-18 prochains mois, grâce à cette levée, ça va être quoi? Les gros piliers, hein, sans rentrer dans les secrets industriels. Ouais, bah nous là, on cherche à lever 500 000 euros. Donc c'est de l'amorçage et notre challenge, donc ça va être constituer une équipe d'une dizaine de personnes et notamment on a déjà commencé à faire des ventes à l'international, donc on souhaiterait accélérer cet aspect-là, notamment avec une politique de partenariat un peu sur le modèle d'HubSpot qui fait un peu moins de 50% de ses ventes via des partenaires, donc ils appellent ça la vente indirecte. Donc ça s'y prête bien au logiciel. Donc nous, c'est un peu notre stratégie. Et aussi tester des canaux d'acquisition qu'aujourd'hui on n'utilise pas du tout. Aujourd'hui, on fait beaucoup d'outbound, c'est-à-dire de phoning et de mailing, et on n'utilise pas de canaux d'acquisition comme du Google AdWords, de la pub sur LinkedIn, des choses comme ça. Et je suis sûr, pour en avoir parlé à beaucoup d'autres startups, qu'on a un produit qui peut s'y prêter. On peut acquérir du lead avec des stratégies d'AdWords et d'acquisition de leads sur le digital. Donc ça, on aimerait bien mettre en place des campagnes d'acquisition digitale comme ça. Ouais. Bon, bah cool, on te souhaite tout le meilleur. Alors pour revenir au thème de l'épisode, le côté fearlessness, le côté sans peur, je le résume hein, pour les auditeurs qui découvrent, c'est comment éliminer la peur, ou en tout cas la réduire hein, pour la dompter, et surtout avec des connaissances, de la ténacité, du gut feeling, donc de l'instinct, on peut surmonter tous les obstacles. Alors, en parlant des connaissances, grâce à Vive, tu résumerais quoi après un entraînement intensif de X mois grâce à la solution, la personne a réalisé quoi et à quel type de connaissances nouvelles qu'elle n'avait pas avant la solution?
Je peux prendre un exemple. Par exemple, un des exercices les plus compliqués quand tu es commercial, ça va être le phoning à froid. Appeler des gens et les interrompre. Donc c'est un métier d'interruption, hein, le call phoning. Si tu enregistres avec Vive tes calls, enfin la plupart, enfin tous tes calls si tu peux, et tu vas les analyser et si possible tu vas les faire analyser par ton manager ou ton collègue. Et ensuite tu vas analyser également d'autres collègues ou ton manager qui eux vont avoir une autre approche. Et en fait, au fur et à mesure de ton expérience de tes calls et de l'analyse de ces appels, tu vas comprendre en fait les mots-clés qui te permettent de décrocher un rendez-vous, la tonalité de ta voix, la posture, parce que la posture, même si on est au téléphone, si tu es debout, tu parles bien plus clair, si tu souris, ça s'entend. Et donc ça aussi, ça peut être intéressant d'observer ça. Et en fait, Vive, ça va te permettre d'accélérer ton apprentissage et la mise en application de ce que tu vas apprendre. Si tu n'utilises pas Vive, tu pourras bien sûr l'apprendre aussi en faisant beaucoup d'appels téléphoniques, mais tu mettras sans doute 3 mois au lieu d'1 mois. En fait, il y a une stat qui vient d'un concurrent américain qui s'appelle Gong.io, qui là aussi développe un logiciel d'écoute téléphonique. Et en fait, ils expliquent que quand un manager multiplie par 2 le nombre de ses écoutes et d'analyses de ses commerciaux, son chiffre d'affaires va être multiplié par 3. Donc il y a un rapport assez important entre l'analyse et l'entraînement et la multiplication de tes ventes en fait. Alors tu cites 2 points qui me plaisent beaucoup, c'est les mots-clés et aussi la deuxième notion, c'est l'imitation. On reste une belle espèce animale, voilà, dotée de super pouvoirs, mais on imite. Donc grosso modo, on aime bien fonctionner en équipe et lorsqu'il y en a un qui surperforme, eh ben on va être en capacité de nous aussi apprendre et réutiliser ces techniques. Mais tu cites un point clé, j'ai vu plein de commerciaux évoluer, plein d'équipes évoluer, et ceux qui performent à chaque fois, c'est ceux qui ont le vocabulaire qui fait mouche. Ça se joue sur quelques petits adjectifs. Effectivement, un petit répertoire de blagues aussi, ça marche pour briser la glace. Et en réalité, ça c'est réplicable, c'est répétable. Mais alors je te pose la question pour Raif. Je me forme à partir de moi, ce que je suis. Je vois mes vidéos. Mais comment je peux voir les vidéos des autres? Est-ce qu'il y a un partage dans l'équipe ou parce que finalement, si je reste sur un apprentissage qui est calé, c'est un peu du machine learning, mais calé sur moi-même, comment j'intègre des éléments un peu exogènes et dans mon apprentissage pour aller imiter aussi les bonnes méthodologies des autres? Est-ce qu'il y a un partage de pitch dans les équipes, entre les commerciaux, des choses comme ça? Ouais, c'est ça. En fait, quand tu finis d'enregistrer ta vidéo, tu peux choisir à qui tu vas la partager. Donc, tu la partages, par exemple, à ton formateur, à ton coach et à d'autres collègues si besoin. Et après, il faut imaginer, c'est une plateforme un peu comme sur YouTube où les vidéos sont sur une page d'accueil et toi, tu vas voir les vidéos qui te sont partagées et les vidéos que tu as faites. Et tu vas tout simplement cliquer dessus et là, tu vas pouvoir soit analyser la vidéo, soit revoir les analyses de tes collaborateurs. Et est-ce que finalement, c'est pas là la prise de conscience où on découvre les limites de l'instinct? Je vois énormément de profils loups solitaires, hein, c'est-à-dire des gens qui veulent le faire à leur sauce et point. C'est le Graal pour eux d'avoir vendu en ayant à chaque fois recréé un process nouveau et en se calant sur la spontanéité, leur créativité innée. Et tout ça, c'est l'instinct. J'appelle la personne, il est 15 heures, je me dis tiens, il doit boire un café, je vais faire une blague aujourd'hui. Mais finalement, est-ce qu'on réalise pas qu'il y a d'autres méthodologies bien plus puissantes que celle de l'instinct pour bien vendre? Qu'est-ce que tu en penses de cette question? Ouais, alors moi j'ai été beaucoup comme ça, hein, beaucoup à me baser sur mon instinct pour faire des ventes. Et ce qui est intéressant, c'est ce que tu dis, ça se retrouve aussi dans le sport, c'est-à-dire quand je démarchais des entraîneurs par exemple de football, j'avais 2 écoles. J'avais l'école un peu latine, c'est-à-dire moi j'ai pas besoin d'outils technologiques, etc. pour analyser les stats, les matchs, etc. J'ai mon instinct d'entraîneur qui vient de mes 20 ans d'expérience de terrain et je sais quand changer une stratégie, changer un joueur, etc. Et puis en face de ça, il y avait l'école plutôt anglo-saxonne, très analytique, où là, par contre, un entraîneur, avant de changer son joueur pendant le match, il va consulter son statisticien, son analyste, son entraîneur adjoint, et pour prendre une décision
il va consulter de la data et de la vidéo. Et en fait, c'est toujours un peu cette dichotomie entre l'instinct ou le talent, si tu veux, et l'analytique. Et à un moment donné, si tu arrives à combiner les deux, c'est-à-dire, bien sûr, l'instinct est important, et bien sûr, quand tu es talentueux, tu peux décrocher des rendez-vous, des ventes. Mais si en plus tu combines ça à une approche très analytique, bah là, tu seras sans doute un top performer, quoi. Alors j'ai une petite question que j'aime bien poser dans mes épisodes à chaque fois. C'est quoi vraiment l'étincelle qui t'a guidé vers Vive? Qu'est-ce qui vraiment t'a poussé à la création de l'entreprise plutôt qu'à un autre projet? Qu'est-ce qui a fait la différence et qui t'a profondément convaincu? Alors moi, c'est l'étincelle, si tu veux. Je peux dire que ça vient je peux dire que ça vient d'un échec. C'est-à-dire que donc comme je l'ai dit, j'ai travaillé pendant 5 ans dans le monde du sport de haut niveau. Et après, l'entreprise pour laquelle je travaillais, qui était une entreprise américaine, m'a proposé de gérer la filiale une autre entreprise qui faisait un peu la même chose, mais dans le monde de l'éducation. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans en France. J'ai développé la filiale française, ça a commencé à tourner, on a commencé à avoir des clients, etc. Et à un moment donné, un peu à l'américaine, les Américains m'ont dit bon, on arrête tout, en fait, on va pas investir en Europe et on a besoin d'investir nos ressources sur les États-Unis. Et c'est bien beau d'avoir une filiale en France, mais en fait, c'est pas notre stratégie. Donc du jour au lendemain, je me suis retrouvé un peu bec dans l'eau, hein, licencié de la filiale que j'avais mis du temps à créer et à faire tourner. Et j'étais en train d'embaucher plusieurs personnes en plus. Donc c'était vraiment violent. Et en fait, je me suis dit, c'est l'étincelle dont j'ai besoin. J'ai vu que je pouvais gérer une entreprise qui n'était pas la mienne, qui était une filiale. Et en fait, j'ai plein d'idées pour faire mon propre logiciel et sur un marché que je commence à connaître et à bien connaître, c'est le marché de l'analyse vidéo. Et du coup, je me suis dit, c'est le moment. J'ai un peu moins de 30 ans, je vais créer Vive, quoi. Et donc ça, c'était il y a déjà 2 ans et demi. Le Voilà. temps passe vite, hein? Ouais, ça passe très vite, ouais. Mais voilà, donc l'étincelle vient de cette histoire-là. Alors on fait un peu du jus de cerveau, les épisodes sont concentrés en une demi-heure aujourd'hui. Ma dernière question pour toi, Alexandre, qu'est-ce qu'il te faut te souhaiter pour les 24 prochains mois? Mettons de côté peut-être encore 6, 8 mois de crise, peut-être 12, on ne sait pas, on est dans l'incertitude la plus totale, mais tu te vois où dans 2 ans et vraiment t'es content à partir de quel niveau de croissance, à partir de quel achievement atteint, qu'est-ce qui te fait vibrer, quoi? Ouais, moi, ce qu'on peut me souhaiter, c'est des ventes, hein. Parce que peut-être que parfois, on oublie que la mission principale de l'entreprise, c'est de faire du chiffre. Et moi, je suis assez ambitieux. J'ai envie d'être ambitieux pour ce projet, pour Vive. Je sais que c'est un projet qui peut, en plus, pendant cette période de Covid, il y a énormément de visioconférences qui se font et je pense qu'il y a des millions de visioconférences qui se font par jour. Et nous, on est un outil qui peut se plugger à toutes ces visios et permettre de créer du contenu pédagogique autour de cette visio. Donc, je suis assez ambitieux. Je pense que on est en train de construire une machine de vente. L'outil est mature. Et du coup, je pense vraiment que mon objectif, c'est d'avoir une équipe agile d'une dizaine de personnes et de faire très vite des millions d'euros de chiffre d'affaires sur plusieurs pays. Et c'est pour ça aussi que j'essaye d'interviewer dans mon podcast des gens qui l'ont déjà fait. Et j'ai envie de reproduire ça. Donc voilà un peu ce que j'ai en tête. Et effectivement, j'aimerais bien accélérer pour qu'en 2 ans, on arrive à cette étape-là. Alors, on relance une deuxième fois la perche. Bonne technique de la Booster Academy, toujours proposer la médaille d'or 2 fois. Donc, tous les business angels qui nous écoutent et qui ont envie d'investir justement dans ce type de solution, calé sur l'image, qui prend de plus en plus d'ampleur. Je le constate au quotidien dans le démarchage. Je crois de plus en plus personnellement au démarchage par visio, ce que je ne croyais pas il y a 2 ans ou il y a 3 ans. Mais là, le monde change et du coup, il y a un besoin cette fois-ci de contact humain là où le téléphone suffisait il y a quelques années. Là, les gens sont un peu plus reclus chez eux et ça fait finalement plaisir de voir un visage et on est un petit peu tous trop en télétravail. Donc pour le démarchage, c'est bien de la vidéo. Et si tu te cales, si tu as des connexions avec les autres outils, c'est encore mieux. Voilà, il y a une synergie qui se crée. Et donc, on relance la perche au business angel, au fond de VC early stage.
ils peuvent venir toquer à ta porte sur LinkedIn et tu leur proposes ta valo pré-monnaie et voilà. Hein. Ouais, bien sûr, et ils pourront même utiliser l'outil pour former leurs entrepreneurs au pitch ou à la vente et améliorer les ventes de portefeuille. Je lance une petite perche. J'ai croisé plein d'analystes dans des fonds de VC ces dernières années. Si je prends mon recul, j'ai accompagné quand même pas mal de boîtes dans leur levée de fonds et j'ai coaché plein de startups. Donc j'ai eu affaire à beaucoup d'analystes et qui ont des profils généralement un petit peu en dessous de la trentaine. Voilà, enfin. Et ben quand même, ils mériteraient une petite formation vidéo parce que ça manque un peu de côté pushy, ça manque aussi un peu le côté vente du fond. Les analystes sont un peu trop dans le côté scolaire, genre on est le VC, c'est nous qui choisissons, mais ils oublient aussi que c'est concurrentiel, il y a d'autres fonds à côté et que ça mérite une petite formation, hein, l'analyste qui étudie le dossier aussi. Ouais, bah la communication, en fait, on se rend compte que c'est ce qu'il y a de plus dur et c'est pourtant le nerf de la guerre. Et tu fais avancer une entreprise, en fait, c'est grâce à la communication, hein, avec tes équipes ou avec tes clients. Et c'est pas notre spécialité en France de bien communiquer. C'est parce qu'on a une éducation on est 30 en classe, on parle pas beaucoup dans les cours, donc c'est pas notre spécialité, c'est pas si facile que ça. Et les VC, eux, ont une problématique qui est d'une abondance entre guillemets alors c'est pas des prospects, mais c'est un peu des leads. Et du coup, ils n'ont pas cet aspect d'aller chercher le lead. Et est-ce Mais que bon, t'as ça, pas une problématique, je brainstorm là à chaud et c'est la fin de l'épisode, mais est-ce que t'as pas une problématique avec les services clients? Parce que finalement, le service client est une source importante d'upgrade. ouais. C'est quand même le service client qui défend la rétention du client, donc pour éviter d'avoir un churn important. Pour la valo d'une boîte qui est en modèle SaaS, c'est juste critique. Est-ce qu'il n'y a pas des formations à faire au service client? Parce que là, finalement, il y a souvent beaucoup plus de personnes au service client qu'il n'y a de commerciaux dans une entreprise. Le rapport peut être facilement de x2, x3. Est-ce qu'il n'y a pas une formation des services clients? Parce qu'un service client qui vend bien, parce qu'il est là aussi pour informer sur les nouvelles fonctionnalités, les choses qui débarquent, la roadmap. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire pour les rendre un peu plus commerciaux aussi, plutôt que juste je réponds à la question technique, je réponds au problème? Ils sont là aussi pour vendre, non? Ouais, bah, la relation client, c'est une autre verticale qui est pas très loin de celle qu'on adresse aujourd'hui, qui est la vente. Et en fait, là, c'est simplement une question de stratégie où, justement, je te parlais du bouquin au début qui me sert de livre de chevet. En fait, l'idée, c'est au début de trouver une niche, d'être bon sur cette niche. Donc, par exemple, moi, j'ai choisi la formation des commerciaux. Et une fois que tu as réussi à vendre sur cette niche et à te développer, eh ben, tu vas pouvoir te développer sur une autre niche, donc une autre verticale. Et effectivement, la relation client, c'en est une. Et on l'a effectivement en tête. Et parfois, on a des clients qui prennent notre outil pour ce type de formation. Ouais. Bon, bah, on te souhaite plein de bonnes choses, Alexandre. Déroule une feuille de route hyper scalable, hyper pushy pendant ces 24 prochains mois. Une superbe levée de fonds là à court terme. Donc on le redit, donc 500 000 euros, hein, j'ai entendu. Ouais. Et plus s'il y a de la place ou si on te fait une proposition de 1 million d'euros, tu prends ou pas? Ouais. Oui, mais alors après, il faut toujours faire attention de pas trop survaloriser ta boîte. Sinon, après, quand tu veux faire une deuxième levée, après, tu peux être embêté. Mais aujourd'hui, voilà, on a choisi ce chiffre-là, qui sont dans les standards du marché. Et bien sûr, l'idée, c'est de faire une deuxième levée quelques mois après, qui sera plutôt dans ces eaux-là. Ouais. Bon, ben voilà, on a atteint la deadline et les objectifs de l'épisode. Je te réinviterai, Alexandre, sur d'autres thématiques en 2021. Plein de bonnes choses. Merci pour l'interview. Et si vous voulez écouter d'autres interviews d'autres CEO, ben voilà, il y en a 28 autres sur d'autres thématiques. Donc foncez. Si vous avez aimé l'épisode, mettez un pouce. Si vous êtes attaché de presse, contactez-moi. On enregistre plein d'interviews avec des CEO, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, ça va plus vite pour tout le monde. Donc ça c'est ma petite astuce pour générer des leads et de l'inbound. Alexandre, à bientôt. Ouais, à bientôt Yannick, merci. Merci. Voilà, cet épisode des Héros de la Vente est fini. J'espère que ça vous a plu. Si
Si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la vente, vous pouvez consulter gratuitement du contenu sur mon site web vive.fr. Vous y trouverez des e-books à télécharger en accès libre. N'hésitez pas aussi à me contacter sur LinkedIn pour me proposer des sujets ou des idées d'interview, ou simplement si vous avez des questions ou un feedback à me donner. Enfin, afin que ce podcast se fasse connaître, vous pouvez le noter 5 sur 5 sur iTunes pour que je puisse monter dans les classements. C'est vraiment important. Merci et à la prochaine!